Vous allez bien? J'espère que vous allez bien en ce samedi 8 mars 2025. Et je profite pour souhaiter une bonne fête de la femme à toutes les femmes africaines qui écoutent les rendez-vous africains, à toutes les femmes africaines qui vont écouter et suivre cette vidéo et à toutes les femmes du monde entier en général. Aujourd'hui, on va pas parler de la femme, mais on va parler d'une situation qui se passe dans le monde entier depuis très longtemps et qui commence plus ou moins, ou bien déjà qui engage plus ou moins l'Afrique, mais dont les dirigeants africains semblent ne pas percevoir, ou alors perçoivent, mais décident de ne pas réagir. Ce qui est tout simplement déplorable. On va parler des situations qui sont en train de réorienter la géopolitique internationale mondiale actuellement. J'ai nommé la guerre russo-ukrainienne. Et plus que ça, on va parler aussi de la dernière intervention, en fait, des récentes interventions des États-Unis d'Amérique dans cette guerre théâtrale, dans ce théâtre, en fait, dans ce sketch orchestré par les Occidentaux pour essayer de faire des choses dont on va parler là dans cette vidéo. On va parler de la guerre russo-ukrainienne. Vous savez, on ne va pas aller loin d'en revenir. Bon, on ne va pas aussi être très technique dans cette vidéo parce que ça nous prendra 7, 8, 10 heures de temps, mais on ne réussira pas à bien élucider si on veut être pointu dans les détails techniques. Donc, ce qui fait que on va plus survoler certains aspects pour être sûr qu'on brosse bien, qu'on recadre bien, qu'on prenne ce qui est nécessaire et qu'on fasse la petite lumière dessus, la lumière des rendez-vous africains, afin que vous puissiez également mieux voir, parce que nous mettons de la lumière pour éclairer et laisser chacun de vous voir. Le narratif africain est le plus important. Bon, vous connaissez Volodymyr Zelensky. Volodymyr Zelensky, c'est je ne sais pas si je vais dire le président ukrainien, parce qu'il n'est plus le président. De façon légale, il n'est plus président. Il se dit en loi martiale, du coup, il ne peut pas organiser les élections, ce qui est totalement... Ça n'a pas de sens. Donc, du coup, Volodymyr Zelensky, mais on va quand même l'appeler le président ukrainien, ça, il fallait qu'on recadre avant de lui donner cette appellation-là. Volodymyr Zelensky, c'est un acteur, vous savez, dans le cinéma, imaginez-vous un monsieur comme qui? euh, Imaginez-vous un monsieur comme... en fait, dans un film, on donne un rôle à un monsieur et on lui demande d'incarner peut-être le diable dans le film. Il joue le rôle du diable tellement il est bon dans le rôle du diable qu'après le film même, il finit par... Enfin, il ne revient plus dans son rôle ordinaire, dans son personnage. Il finit par croire en son propre rôle. Donc, il fait un mensonge. C'est un mensonge. Vous savez, les rôles dans un film, c'est un mensonge. Le mot n'est pas approprié, mais en fait, quand on veut chercher ce qui correspond le mieux, c'est un mensonge. C'est dire à quelqu'un que tu es telle chose alors que c'est un rôle. Donc, finalement, le gars finit par croire qu'il est vraiment le diable en personne. Donc, voilà. Donc, Volodymyr Zelensky a été recruté pour jouer un sketch, un théâtre, et que vous connaissez très bien. Il a été recruté par Boris Johnson. Ça, c'est la face réelle, hein, la face immédiate, l'acte immédiat qui a fait le recrutement, parce qu'il y a eu beaucoup de procédés, beaucoup de process avant. Et Volodymyr Zelensky a joué le rôle pendant presque 2 ans, pendant plus de 2 ans déjà aujourd'hui. Il arrive à un moment où on est en train de demander au gars de stopper le rôle. Bon, c'est bon, le film est terminé, plions, l'action est terminée, pliez, bagages. Le gars dit non, non. Le gars continue. En fait, il a oublié qu'il était en train de jouer un rôle. Vous voyez? Donc, tout récemment, il va aux États-Unis. Il arrive aux États-Unis. Il allait pour signer des accords sur les terres rares ukrainiennes. Parce que
Finalement, il s'est rendu compte que la guerre dont il était en train de piloter, et en tant que chef de guerre, parce qu'il avait déjà porté réellement la casquette de chef de guerre, il était furieux. Vous savez, un chef de guerre nerveux, furieux, il ne rigole avec personne. Il est sèche, il est sec, il est catégorique quand il parle. Donc, votre type arrive devant Donald Trump, il oublie qu'il jouait un rôle, en fait. Et au point où sa posture de chef de guerre, d'homme catégorique et tout ça, il a carrément fait passer ça devant Donald Trump. Donc, il arrive devant Donald Trump, il dit, non, 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 est-ce que je peux parler? Oh, non. Mais tu es devant l'homme le plus puissant du monde, mon frère. Tu es devant celui qui a recruté ceux qui t'ont recruté, mon gars. Hein? Est-ce que je peux parler? Je vous rappelle que c'est l'océan qui vous sépare de nous. Hein? D'ici peu, vous en souffrirez de cette guerre. Oh, mon frère, c'est lui qui a créé le film. Il a créé le film, gars. Il décide d'arrêter le film quand il veut. Et, gars, réveille-toi. Tu n'es plus dans... En fait, les gars qui t'ont mis acteur, qui te payent, te disent que le film est fini. Tu comprends? Qu'est-ce qu'il y a, Volodymyr? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Du coup, mon type Volodymyr s'est fait ennemi avec Poutine dans la vraie vie. En réalité, est vrai. Vrai. Finalement, Poutine qui sait que ça a été orchestré, Poutine le sait, Vladimir Poutine, le président russe, sait que ça a été orchestré, mais il a décidé de supporter, de tenir et de ne pas plier. Mais il sait quand même que c'est un film qui est en train de se tourner là, que c'est des mises en scène qui n'ont pas de nom. D'ailleurs, Emmanuel Macron a dit, en fait, a prêté un certain narratif en disant que la Russie va bientôt détruire la France, détruire l'Europe. Mais Vladimir Poutine, sachant ce qui se passe, a tout simplement dit, mais pourquoi je dois détruire la France? Il y a Emmanuel Macron pour le faire. Il y a Emmanuel Macron pour ça. Donc, c'est un jeu de jeu, en fait, un jeu de dupes. Les gens, chacun vient jouer sa part. Mais Vladimir Poutine a compris cela. Et puis, depuis longtemps, il n'est plus dans... En fait, il est dans la logique selon laquelle, OK, allons-y, jouons, mais sachez que je suis un très fin joueur. Vous savez, tout récemment, en fait, il brandit la menace du nucléaire. Il brandissait la menace du nucléaire dès le début de la guerre. Mais après, quand il s'est rendu compte que tous les États de l'Union, tous les États de l'OTAN prenaient au sérieux déjà leurs propres mensonges, ben, il a commencé à prendre aussi au sérieux la guerre parce que c'était des menaces d'abord, la ligne rouge, et puis il se rendait compte que les gars traversaient. Il a dit non, là, c'est plus un jeu. Il faut vraiment que je m'exécute. Vous savez, le jour où il a bombardé l'Ukraine avec en fait, une bombe Oshnik qui est en fait une bombe destinée à porter des têtes nucléaires. Donc là, c'était le jour où les choses ont commencé à devenir sérieux. Et c'est là où l'Europe s'est dit, bon, attends. Il paraît que nous, on a pris un peu notre jeu au sérieux parce que c'était allé très loin. Pendant tout ce temps, Donald Trump était en train de regarder et il n'avait pas les mandats. Vous savez, Donald Trump, c'est un président tel que les États-Unis devraient avoir. Les présidents des puissances entretiennent les guerres pour gagner de l'argent. Pour ceux qui ne savent pas ici, si vous n'avez jamais été dans un pays de guerre, peut-être vous n'allez pas comprendre. Mais en fait, quand il y a la guerre dans un pays, l'argent dans ce pays est le plus facilement accessible aux populations. Donc, je reprends pour bien expliquer. Quand vous arrivez dans un pays qui a la guerre, en fait, l'argent est plus facile d'accès que partout ailleurs. Pour mieux expliquer pour une troisième fois, c'est que dans tout pays instable, parce qu'il y a une guerre, on obtient l'argent de façon plus facile qu'ailleurs. Déjà, les impôts, il n'y a presque plus, parce qu'on collecte des impôts juste de façon, juste pas systématique, donc systématiquement. Donc, en principe, on ne collecte même plus les impôts. Parce que la guerre, il y a mieux que ça. La guerre, tu vas pas venir demander à quelqu'un qui... En fait, rien n'est normal. C'est un état d'exception et puis il n'y a plus rien qui cloche. Donc, même si on vient prendre les impôts, c'est de force. On ne contrôle plus rien. Rien. Donc, il y a une instabilité qui fait que tout le monde est armé, tout le monde a peur de tout le monde. Et puis, voilà, des gens viennent braquer. On ouvre les boutiques de téléphone, par exemple. On casse tout. On est en train de voir, l'armée voit comment on est en train de casser, mais on ne peut rien faire, vous ne pouvez rien faire, on casse, vous laissez, on casse, on pille tout, on s'en va. Et quand on a pris des choses
Vous allez voir, on va vendre un téléphone qui coûte 500 000 francs à 50 000 francs, 100 000 francs, et c'est de l'argent qu'on se fait. Donc, ils vont aller voir quelqu'un qui va racheter tout ça et peut-être faire sortir ça du pays et vendre ça 40 fois plus cher. Le diamant, l'or, les gens font circuler les minerais de façon très, très, très bon. Voilà, ça c'était une parenthèse pour dire que lorsque vous voyez ce genre de choses se passer dans un pays, sachez que pour les habitants du pays, c'est la catastrophe, c'est l'apocalypse. Mais pour les puissances qui se cachent derrière ces guerres, parce qu'une guerre a toujours des personnes qui se cachent derrière, même la plus récente que vous pouvez voir, opposant un peu le Congo Brazzaville, le Congo Kinshasa au petit frère rwandais. En fait, on a l'impression que c'est Paul Kagame et Tshisekedi qui font la guerre, mais Tshisekedi fait la guerre contre plusieurs autres personnes tapis dans l'ombre. Et c'est les Occidentaux. C'est ceux qui ont les manettes, c'est ceux qui tiennent les manettes. Paul Kagame n'est qu'un pion, le Rwanda n'est qu'un pion. Et Paul Kagame sait très bien cela, même s'il continue à s'en prendre à son ami, à son voisin et son frère africain. C'est ça un peu la petite chose avec les Africains, c'est qu'on a souvent peur, on a une certaine crainte. Paul Kagame n'est pas celui qui est en train d'envahir le Congo. Il est l'acteur comme Zelensky qu'on a mis là pour jouer le rôle. Et Paul Kagame est très sérieux dans son rôle. Il prend son rôle au sérieux. Il joue bien. Et en fait, il joue tellement bien son rôle que si quelqu'un n'est pas averti, la personne va croire qu'effectivement, c'est Paul Kagame qui est en train d'annexer le Congo de son propre gré. Mais ok, non. Il y a des personnes tapis dans l'ombre. Vous savez que ce n'est pas aujourd'hui que Félix Tshisekedi a découvert que dans le M23, il y avait les Rwandais, les militaires, les policiers, les anciens militaires rwandais. Non, il y a longtemps, il en a parlé à la tribune de l'ONU plusieurs fois. Et tenez-vous tranquille, ceux qui ont le meilleur renseignement au monde, les États-Unis, avaient toujours, voilà, ils refusaient. Mais ils savent. Puisque c'est les manettes, on connaît qui a les manettes. Donc, ils ont refusé, nié, jusqu'à ce que ça devienne flagrant. Parce qu'à un moment, le film, il y a des choses qui se passent. Non, 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 ça c'est un film. Hein? Même quand vous allez au cinéma, vous regardez un film tellement vraisemblable. Des fois, on pleure. Ouais, tellement choquant, touchant qu'on pleure. Mais après, une scène arrive, là, on se rappelle que c'est un film, on essuie les lampes, puis on essaye de sourire. Bah, vous voyez? Donc, à un moment, quand c'est devenu flagrant, même les États-Unis ne pouvaient plus continuer à dire non, non, non. Les États-Unis ont sacrifié carrément la marionnette. Les États-Unis ont sacrifié, le marionnettiste a sacrifié la marionnette. Et aujourd'hui, Tshisekedi réussit lui-même à croire que c'est son frère rwandais. Je sais pas si on va l'appeler son frère, que c'est son voisin rwandais, parce que frère, c'est trop dit, c'est pas un frère, ça. Donc, Zelensky, on revient sur Zelensky. Zelensky arrive à la Maison Blanche, au bureau ovale pour signer un accord. Un accord qu'il a voyagé pour ça et il ne venait pas pour autre chose. Il venait pour ça parce qu'avant son départ pour la Maison Blanche, Emmanuel Macron avait déjà fait le voyage. Question de bien préparer le terrain avec Donald Trump parce qu'Emmanuel Macron se prend déjà un peu pour le truc du pape. Pour lui, depuis un certain temps, la France ne l'aime pas du tout. Les Français le détestent, ce gars. Les Français le haïssent. La France, vous avez vu, a essayé tout. S'il y avait un bouton sur lequel on appuyait pour que Emmanuel Macron démissionne, je vous promets que les Français auraient fait une marche, malgré qu'on tire sur eux, ils auraient marché jusqu'à l'endroit où il y a le bouton pour appuyer afin que Emmanuel Macron démissionne. Mais il a encore, je crois, 3 ans ou 4 ans. Bref, voilà. Donc c'est beaucoup. Mais la France ne l'aime pas. Lui, il veut donc s'ériger en capitaine de l'Europe. Hein? Il s'est déplacé, il veut aller faire jouer au euro là-bas. Non, c'est moi qui ai négocié, c'est moi qui ai tenu, parce qu'il a senti que, dans tous les cas, écoutez bien, il a senti qu'avec l'arrivée de Donald Trump, il y aura la paix. Russes et Ukrainiens, là, ils vont faire la paix. Ça, c'est inéluctable. C'est la vérité qui est là. Emmanuel Macron, donc, l'opportuniste qui sait bien utiliser les prouesses de d'autres personnes pour se vanter, ben, il décide de se faufiler dans le jeu, malgré qu'il n'était pas invité, parce que Donald Trump a dit qu'il va régler ça avec l'Ukraine, avec la Russie.
Il a même déjà, on est en train de préparer leur rencontre à Riyad, en Arabie Saoudite. On est en train de préparer leur rencontre en Arabie Saoudite. Donald Trump et Vladimir Poutine. Donc, Donald Trump a promis qu'il devait résoudre ça, cette guerre-là. Et Emmanuel Macron, sachant que c'est vrai, décide de se faufiler comme un petit filou qui se faufile dans les boutiques au marché. Ou voilà. Tac, tac, tac. Il est déjà dans le... Pour essayer de se faire un chemin, il commence maintenant à brandir la menace nucléaire. Ah, l'arme nucléaire, nous, la France, nous, on a le nucléaire, machin, on devrait pouvoir l'utiliser comme... Ça, c'est ce qu'il dit. Il n'a jamais fait ça. La guerre a fait 2 ans. Il pouvait brandir son nucléaire pour effrayer la Russie s'il estime que ce nucléaire vraiment effraie la Russie. Parce qu'il brandit comme ça, il parle de ça. Il se dit qu'il est en train d'effrayer la Russie. Il se dit qu'il est en train d'effrayer la Russie, le russe Poutine. Mais il aurait pu faire ça depuis. La guerre a fait plus de 2 ans. Il aurait pu faire ça depuis, mais il ne l'a pas fait. Maintenant, il sort là parce qu'il sait qu'il y aura une paix dans quelques mois. Il commence à faire après pour dire que quand il y a eu cette guerre, nous étions là. On a fait ci, on a fait ça. La France a joué un rôle. J'ai été là, j'ai rencontré le président Poutine. Vous l'avez vu, le président Trump. Vous l'avez vu lécher le truc vous l'avez vu de Donald Trump. Il rigole, tu sens un rire moqueur, en fait, tu sens un rire hypocrite. Hypocrite. Voilà. Ces gars entretiennent la guerre pour sortir de l'argent. Emmanuel Macron s'est même très vite précipité de faire un discours dans lequel il dit carrément, il prononce la guerre au moins 45 fois. La guerre contre l'Europe. La Russie veut détruire l'Europe. La Russie, après l'Ukraine, va détruire peut-être la France. La France est en danger. Il fait ça pour mettre les Français en alerte et justifier le futur décret, je ne sais pas si ce sera un décret ou un quoi, qui ordonnera d'augmenter les taxes afin d'augmenter le budget de la défense. Il veut justifier la nécessité d'augmenter le budget de la défense française. Parce que c'est ce qu'il est en train de prôner. Et c'est pas lui qui prône, c'est Donald Trump qui a exigé que si vous ne le faites pas, moi je ne paierai plus et puis je vais même me retirer de cet OTAN-là. Ça, c'est Donald Trump qui l'a dit. Et Emmanuel Macron, opportuniste, commence à faire maintenant ce genre de trucs comme si... C'est là où il voit que la Russie va détruire même la France. Hein. Il n'a pas vu ça depuis. Mais maintenant, puisque Donald Trump a dit c'est ça ou c'est pas ça, si vous payez, vous augmentez, vous payez plus cher ou alors on laisse tomber. Le gars vient créer une histoire selon laquelle la Russie va tuer, va détruire l'Europe, la Russie va détruire la France, la France est en danger, nous aussi on a le nucléaire et il faut qu'on l'utilise de façon dissuasive. Nous, il montre comment, il n'a même pas peur, il dit comment c'est la France qui est le pays le plus, militairement parlant, la première puissance en Europe. Oh purée. Non, ça, laissons la blague de côté. C'est vrai qu'on est dans une scène de tournage. Mais à des moments, rappelons-nous qu'il y a des gens qui croient vraiment à votre tournage, à notre tournage. Rappelez-vous qu'il y a des gens qui croient vraiment à ça. Donc, du coup, mettez un peu de sérieux. Gardez la ligne de sérieux. Donc, voilà. Et Volodymyr Zelensky arrive donc. Il est violemment recadré par Donald Trump, son vice-président, et même par les journalistes qui étaient présents. Il y a même un journaliste français, il y a même un journaliste américain là qui lui a demandé s'il n'avait pas de veste. Ça, dès l'entrée même, en fait, tu sens quelque chose qui a été très, très bien orchestré. Dès l'arrivée même d'abord, Donald Trump lui dit, ah, tu as changé d'habit aujourd'hui. Parce que vous savez, il a souvent un habit kaki, un pullover kaki bizarre là. C'est pas comme s'il a seulement ça. Il a peut-être une douzaine, une quinzaine de ce même habit. Donc, du coup, il varie depuis que la guerre a commencé. Ça, il n'a pas menti dessus. Depuis que la guerre a commencé, le monsieur est en kaki, il porte un pullover kaki ou alors une petite chemise, un petit t-shirt. Justement, comme je disais, il a pris son rôle au sérieux. Il est un chef de guerre. Du coup, voilà, depuis plus de 2 ans, le gars s'habille de façon uniforme. Il met plus de costume. Et bon, je pense qu'il met les costumes. Non, il n'avait pas mis les costumes. Parce que, rappelez-vous qu'au début de la guerre, le gars a fait une vidéo et il a été recruté par une grande marque de parfum, un truc comme ça, et sa femme, ils ont fait des grandes vidéos, il a gagné de l'argent. Beaucoup de personnes ne parlent pas de ça. Le monsieur est en guerre. Hein? La Russie l'a attaqué. Il était en guerre. Mais il a fait une publicité où il a reçu de l'argent. Il a été payé par une grande marque. Avec sa femme, je crois bien.
Il est en guerre. Et vous voyez qu'à un moment, il y a une grosse blague dans l'histoire. Il y a une grosse blague dans l'histoire. Maintenant, il fait comme si il est trop... voilà. En fait, l'issue de cette guerre va donner honte à l'Europe entière et à l'Ukraine en particulier. Ils le savent déjà. Ils le savent. C'est pour ça que vous allez voir, chacun est en train d'essayer de laver sa face. Chacun veut sortir avec la tête haute. Macron veut sortir en disant j'ai tout essayé, c'est moi qui ai fait ça. Regardez, j'étais à New York, j'étais assis, j'étais à Washington, je suis allé à Berlin, Macron, le lâche, veut sortir la tête haute. Pourtant, c'est eux qui ont orchestré cela, sachant pertinemment que l'Ukraine ne pourrait pas remporter cette guerre face à la Russie. Ils savaient pertinemment qu'au pire des cas, la guerre devait rester maintenue. Cette guerre était bonne pour partir sur 10 ans, 15 ans. Vous connaissez les guerres qui ont fait 15 ans, qui font déjà 20 ans depuis en Israël et tout ça, là, c'est les guerres qui font, ça fait longtemps. Donc, cette guerre était partie, malgré que ça reste même dans cette configuration-là où l'OTAN est contre, l'OTAN entière contre la Russie seule, cette guerre était partie pour faire un minimum de 15 ans. Les sanctions dont on a donné à la Russie, croyant déstabiliser la Russie, on avait dit que Poutine n'avait plus que quelques mois et les Russes devaient se soulever parce que la misère devait s'installer en Russie et tout et tout. Non, ça a plutôt fortifié la Russie. Et je pense que même Poutine, si on reste dans cette configuration de guerre-là, j'ai l'impression que lui-même il est à l'aise parce que cette configuration de renfermement, de guerre et tout là, porte la Russie plutôt haut. La Russie est 4e puissance économique. Vous imaginez un pays qui a presque 700 sanctions, un pays que personne d'autre ne veut traiter avec lui parce qu'on a dit que c'est un monstre. On voit bien, hein, on dit que c'est un monstre et puis ceux qui ont dit que c'est un monstre sont ses ennemis. Mais nous, les présidents africains, là, on a failli croire, on a même cru à un moment et on croit même encore. Il y a des présidents qui évitent de s'afficher de façon directe avec Vladimir Poutine. Les contrats qu'ils font avec la Russie, quand on leur demande d'en parler, c'est toujours la politique. Vous savez, la Russie, on contourne. Pourquoi on contourne? Mais pourquoi on contourne? Parce qu'on a peur. Hein? On sait que demain, on sera en train de taper les mains devant la France. S'il te plaît, prêtez-moi, donnez-moi. Et voilà comment on se retrouve manipulé. Les présidents africains ont peur de s'affirmer. Seul le président qui, jusqu'à présent, a réussi à le faire. Et c'est dommage que ce ne soit même pas un président encore plein parce qu'il n'est que président de la transition. C'est Ibrahim Traoré qui a dit de façon ouverte, sèche, en pleine interview, qu'il soutient la Russie dans cette guerre. Voilà, il est du côté de la Russie dans cette guerre. C'est clair, propre. Il n'a pas tourné de long à lâche. C'est ça assumer, c'est ça être un homme, c'est ça avoir voilà, c'est ça un homme. Donald Trump, un homme, c'est comme Donald Trump. Il arrive, il dit telle chose, je ne fais plus, telle chose, je fais. Le même jour qu'il a pris le pouvoir, il a signé des accords, plein d'accords. Il ne tourne pas. Le Groenland, j'ai besoin du Groenland. On va annexer le Groenland, on va prendre le Groenland par force ou bien par quoi et tout. Le Canada, il faut que, par force ou par quoi. Le canal du Panama, et il a déjà pris. Et il l'exécute. Le canal du Panama, il a dit, il est inadmissible que ce soit aux mains de la Chine. C'est nous qui avons conçu ce canal et on a remis aux mains des Panaméens. Écoutez, c'est inadmissible qu'aujourd'hui vous donnez à notre concurrent numéro 1. Donc, nous, on va le récupérer, que vous le voulez ou pas. Par gré ou par force. Et moins d'un mois, ou bien autre chose, un mois après sa prise de pouvoir et de fonction, Donald Trump a récupéré le canal du Panama. C'est comme ça. C'est ça être un homme. On assume. Je vais quitter l'OMS. Il quitte. À la campagne, il a dit ça. Il n'attend pas la fin de sa campagne, la fin de son mandat pour quitter afin de dire le jour de l'élection, dans 2 mois ou 3 mois, de la campagne électorale de la prochaine élection, que non, je suis sorti, j'avais promis, je suis sorti, non. Le gars dit, je vais sortir de l'OMS. Dès qu'il prend fonction, 2 jours après, il sort. Je vais sortir de l'ONU. Dès qu'il tac, il dit, il sort. En fait, c'est rapide, c'est fait, vite fait. C'est ça, être un homme. Ibrahim Traoré a assumé sa position et les présidents africains devraient assumer leur position. Pourquoi est-ce qu'on doit choisir quelque chose et se cacher pour assumer? Surtout quelque chose qui n'est pas pour soi, c'est pour ton peuple. Et ça ne se cache pas, on sait que vous l'avez fait, mais pourquoi ne pas dire oui, je l'ai fait? Donc, les présidents africains sont en train d'observer tout. Chacun observe. Je ne sais pas s'ils observent naïvement ou s'ils observent stratégiquement, mais je pense bien que ce n'est ni l'un ni l'autre. Mais
c'est beaucoup plus proche de la passivité. Ils sont tellement passifs qu'ils ne se rendent même pas compte que c'est un second au congrès de Berlin qui est en train de se jouer comme ça. C'est un second congrès de Berlin. On est en train de se repartager les cartes. Et on a commencé par l'Ukraine. Voilà l'Iran, voilà l'Israël que Donald Trump est déjà en train d'essayer de taper pour dire, bon, ça c'est la part qui me revient. Le Panama, il dit, non, non, le Panama, là, ça me revient. Pendant ce temps, Poutine a déjà annexé quelques villes en Ukraine. Il dit, oui, là, ça va me revenir. Parce qu'on va s'asseoir à la table, là, c'est comme ça. On va finir par cette partie-là, on va reconnaître ça à la Russie. On va reconnaître ça à la Russie. Oui, voilà déjà deux pays qui se sont servis. De l'autre côté, il y a la Chine qui attend, qui guette. Hein, vous savez que la Chine et Taïwan, la Chine et Taïwan aussi sont sur un dossier de ce style-là. La Chine attend patiemment que ça arrive là. Il dit, ok, donc c'est bon, ok, je coupe ma part. Voilà, c'est Taïwan. Et de ce côté, j'ai même l'impression que le petit Rwandais a tellement assisté son maître qu'il se rend compte qu'il peut aussi faire ça. Ne soyez pas surpris que Goma, que toutes les histoires de machin là finissent par, par que le petit Rwanda a taillé sa part aussi. Hein. Oui, 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 oui. Oui, oui. Ne soyez pas surpris. Ça peut arriver. Et ça, c'est parce que Kagame, c'est un homme de guerre. Kagame, vous connaissez Kagame? Kagame, c'est un militaire. Il a mis, voilà. Kagame ne rit pas. Kagame ne rit pas. Et c'est ça qu'on veut avec les présidents africains. Moi, personnellement, je n'ai pas de réel, je ne tire pas réel balle réelle sur Kagame parce que c'est vrai, on ne fait pas ça à son frère. On ne fait pas ça. Mais c'est ça un homme d'État. C'est ça un chef d'État. Il a été manipulé peut-être, oui, c'est vrai, mais en fait, c'est ça un chef d'État. C'est un conquérant. Conquérant pas seulement des terres, conquérant économique, conquérant de ci, c'est un conquérant. Félix Tshisekedi a toute une puissance. L'armée, en quantité seulement au Congo, c'est peut-être presque la population du Rwanda. Bon, j'exagère un peu. Mais, voilà le petit Rwanda qui est en train d'annexer. C'est pitoyable, hein? C'est pitoyable. C'est tout simplement pitoyable. Oui. Les présidents africains sont tellement passifs qu'ils ne se rendent pas compte ils devraient même d'ailleurs organiser une séance de l'Union africaine. Je ne sais pas si ce nom m'énerve beaucoup, Union africaine, machin et tout là. J'aime pas trop prononcer ça parce que c'est une farce, c'est un autre scénario, c'est un film en fait. Et je ne connais pas être dans un film, je sais que c'est un film, mais je prends le scénario au sérieux. Non, on peut pas croire en la publicité, ma propre publicité, je ne peux pas croire à ma propre publicité. Donc, je fais une publicité mensongère parce que je veux vendre un produit. Et à un moment, moi-même, je commence à croire à la publicité. Donc, l'Union africaine, les présidents africains devraient pouvoir se réunir en ce moment-ci-là et décider de comment faire pour maintenir l'intangibilité des frontières des pays africains. Premièrement, qu'est-ce qu'on fait pour que pendant ce moment où le monde est en train de redistribuer les cartes, que nous maintenions l'intangibilité des frontières ou bien l'intangibilité de l'Afrique. Que l'Afrique ne bouge pas. Personne n'entre nulle part. Nous restons entre nous, Africains. Ça impliquerait déjà et d'ailleurs que on demande au Rwanda de stopper très vite ce qu'il est en train de faire là, quitte à le menacer. Quitte à le menacer. Je dis bien quitte à le menacer. Deuxième chose, de voir, bon, ok, avec tout ce qui est en train de se passer là, qu'est-ce que nous on peut profiter? Je vous ai dit plus haut dans la vidéo que quand il y a la guerre dans un pays, c'est le bon moment pour faire les bons deals, pour se faire du margot, de l'argent. L'Afrique a beaucoup de choses à vendre. Regardez, tout ce qu'on utilise pour fabriquer les balles, les drones, tout ce que vous voyez là-bas, là, qui sont en train d'animer la guerre là. Donald Trump a dit, je coupe l'aide militaire on appelle ça à l'Ukraine. Et dès qu'il a coupé l'aide militaire, il y avait même les bus, il y avait les camions qui étaient déjà en train de se rendre du côté de la Pologne qui se rendaient en Ukraine. Ils se sont arrêtés à la frontière. Ils sont garés jusque-là parce qu'on a coupé. Et immédiatement, vous suivez dans l'impact que ce décret, un décret de BIC, il signe, tac, 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 ici.
l'impact de ce décret sur l'issue de la guerre, sur l'évolution de la guerre. Les pays africains, tout ce qu'on utilise pour faire les armes en question que Donald Trump a bloqué là, la plupart viennent d'Afrique. Si les pays africains se réunissent et décident que, bon, les minerais tels, le coltan tel, 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 tel et tel, à partir d'aujourd'hui, ça c'est pour se faire aussi de l'argent parce que quand je vous ai dit, on se fait de l'argent dans la guerre. À partir d'aujourd'hui, les prix vont doubler. Ça, unanimement, on décide comme ça, tous les pays, personne ne doit flanchir. Les prix vont doubler, passer de tel montant qui était le simple à tel montant qui est le double. À prendre ou à laisser. Ils vont sûrement répliquer en disant, si vous faites ça, nous, on coupe l'aide à telle chose. On coupe, Donald Trump a coupé l'aide dans tous les pays africains. Ça a tué qui? Ça a tué qui? L'Afrique du Sud dépendait presque à 60% de l'aide des États-Unis sur le VIH-Sida, les antirétroviraux et tout, les préservatifs et tout. Bon, depuis qu'il a coupé là, ça a tué qui? On vous a dit que ça, peut-être vous allez me voir que l'Afrique du Sud va se rendre compte que c'est les antirétroviraux là qui augmentaient même le taux de prévalence en Afrique du Sud. Et ils vont se rendre compte qu'avec, dans 6 mois, le taux de prévalence va même baisser. Bref, ils vont riposter. Ben, qu'est-ce que les sanctions ont fait à qui? Le Zimbabwe est sous sanction depuis combien d'années? Qu'est-ce qu'ils ont? Ils sont morts, ils sont mieux, ils sont moins qu'avant, ils sont moins zimbabwéens qu'avant. Et je vous rappelle que le Zimbabwe souffre même de ces sanctions-là parce que les pays africains frères ont décidé de suivre les sanctions de l'ONU. C'est énervant en fait. C'est énervant. C'est énervant. La Russie est sous sanction depuis. Ça a permis, ça n'a pas permis, ça a fait qu'ils baissent économiquement. Ils sont la 4e puissance économique mondiale. Avec toutes les sanctions. Il n'y a pas un pays qui a les sanctions comme la Russie dans le monde-ci. Personne, peut-être la Corée. Oui, Corée du Nord, là, de Kim. Donc, la vidéo est bien longue aujourd'hui parce qu'il fallait qu'on brosse un peu cette histoire de géopolitique mondiale entre l'Ukraine, l'Europe et les États-Unis. Il ne faut pas que les Africains pensent que ça ne nous inclut pas. Donc, voilà une façon, 2 façons déjà avec lesquelles les Africains peuvent bouffer, gagner un peu. Premièrement, on s'assoit, on se réunit, on maintient. Qu'est-ce qu'on fait pour maintenir l'intangibilité de l'Afrique, de nos territoires, pour que personne ne pense qu'en faisant ce qu'ils font là, il va venir aussi en Afrique. Deuxièmement, on somme déjà Kagame, arrêtez-nous très vite ça. Et on somme avec menace. C'est pas seulement l'ONU qui peut sanctionner, hein. On dit les sanctions donnent à l'Ukraine. L'Union africaine que vous appelez, qui m'énerve là, l'Union africaine peut sanctionner le Rwanda et décider de fermer et d'isoler totalement le Rwanda si le Rwanda n'arrête pas cette guerre-là. Troisième chose, comment est-ce qu'on fait pour profiter de cette guerre en Afrique? Les prix des matières premières qui permettent de fabriquer les bombes qui sont en train de... On double. On ne refuse pas de vous vendre, mais on double. Parce que nous, c'est chaud sur nous. Les États-Unis ont fermé... Vous voyez, les États-Unis ont cessé l'aide à l'Afrique. Nous, on a besoin d'argent. La seule chose qu'on peut faire, c'est d'augmenter le prix de nos matières premières. On augmente. Et voilà. On se fera un paquet d'argent. Oui, 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 oui. Un paquet d'argent. C'est comme ça. En fait, voilà, beaucoup de gens ne savent pas que nos présidents sont juste passifs. Et ils savent, nos présidents le savent, que beaucoup le connaissent qu'ils sont juste passifs. Ils ne veulent pas, ils se suffisent, puisqu'ils ne manquent de rien pour eux. Pourquoi aller faire telle chose pour déplaire à Trump ou alors pour déplaire à Emmanuel Macron? Bon, déjà, Trump n'a même pas l'œil sur l'Afrique. Trump ne calcule même pas l'Afrique. Vous avez vu tous les décrets qu'il fait là. Il a fait quoi? Il n'a fait aucun décret visant directement l'Afrique. Hein, oui, parce que même le décret qui stoppe l'aide africaine, c'était un décret général. Il a stoppé l'aide dans tout le monde, toute l'aide américaine partout. C'est là où l'Afrique s'est trouvée dedans dans le décret et puis voilà, l'Afrique subit. Mais il n'a aucun décret qui visait directement l'Afrique. Pour lui, l'Afrique, c'est un peu comme s'il a recruté l'Europe et il a dit à l'Europe, allez atteindre votre objectif, faites telle chose, vous me ramenez tel don. Il atteint l'Afrique, il prend tous les avantages de l'Afrique qu'il veut, mais sans être directement sur le théâtre en fait, sur le sol. Sans être directement. La France gère tout. Et puis, par ricochet, il bénéficie des avantages. Donc, voilà un peu
la teneur de ce dont on voulait parler aujourd'hui dans cette première vidéo du samedi 8 mars. Nous souhaitons encore si vous écoutez cette partie, si vous êtes arrivé à ce niveau, s'il vous plaît, ça, je veux que vous mentionnez juste, écrivez Évariste Faupoussi dans votre commentaire. Si vous êtes arrivé jusqu'à ce niveau de la vidéo, j'ai une surprise pour vous. Écrivez Évariste Faupoussi dans votre commentaire pour que je reconnaisse que vous êtes arrivé à ce vidéo. Si vous êtes même 20, 50, 100, 200, 500, 1000, écrivez et on saura vous récompenser. Évariste Faupoussi, faites un commentaire, n'importe quel commentaire, même s'il est long, dites ce que vous pensez et mettez dans le commentaire le nom Évariste Faupoussi. Je serai très reconnaissant de votre apport dans ma chaîne, le fait que vous ayez écouté toute la vidéo. Je prendrai désormais au sérieux vos messages et je vous accorderai une récompense particulière. Donc, sur ce, merci déjà d'être arrivé à ce niveau. Merci à tous ceux qui ont cliqué, qui ont regardé, qui ont partagé. Et merci à ceux qui vont, après cette phrase, partager parce que je vous rappelle de partager aussi. Et on se dit à ce soir pour la deuxième vidéo de la journée. Abimte.